Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui 30 décembre. C'est l'avant-dernier numéro ou l'avant-dernière édition de la rubrique Le Point. Et pour revenir sur les faits ayant marqué l'année 2020, l'ancien journaliste, ancien ministre de la Communication, Adi Jean-Gardi est avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il va réagir, qu'il va exprimer son désaccord quand j'ai dit qu'il est un ancien journaliste. Je le suis toujours. Vous l'êtes encore. C'est pourquoi j'ai dit que vous allez quand même réagir. Bonjour Adi, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. C'est un plaisir pour moi aussi de revenir à Radio Métropole. Adi Jean-Gardi, comme je l'ai dit, de nombreux événements ont marqué l'actualité au cours de l'année 2020. Point besoin de rappeler les effets du LOC, point besoin de rappeler le coronavirus qui est encore très présent, la crise politique, l'instabilité politique, l'économie et autres. Vous avez réfléchi, vous avez travaillé et ce matin, vous allez partager avec le public de Métropole à titre de rappel le produit de vos recherches, de vos réflexions. Rebonjour, Adi. Rebonjour. Mais je crois que c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici et de répondre à l'appel de Radio Métropole, car ce que je vais produire aujourd'hui concernant 2020, c'est le produit de ce que j'ai entendu sur cette radio de jour en jour et d'heure en heure. Il faut dire que même quand je suis à l'étranger, j'écoute Métropole et je crois que l'ensemble de mes notes, je peux les partager aujourd'hui. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que vous ayez pu retenir tout ce qu'on a dit pendant l'année. Moi, qui suis directeur de l'information à la station, j'ai pas mémoire, j'ai pas dans les détails évidemment, j'ai pas tous les souvenirs de ce qui ont marqué l'année 2020. Absolument, moi je pourrais vous les donner. Eh bien, allez-y. Et je crois, on va commencer. Je crois par exemple qu'il faut voir que l'année en fait 2020 avait commencé pour nous avec l'année fiscale. L'année fiscale de 2019, 1er septembre 2019, à évidemment le 4 septembre 2020. Et à partir de ce moment-là, entre le 1er septembre et jusqu'à la fin du mois de décembre 2019, le pays était lock, le pays était bloqué. Et cela veut dire évidemment que le secteur privé fonctionnait mal. La plupart des employés, on avait enlevé 30% de leur salaire et certains ont été révoqués, 25%. Et je crois aussi que le secteur public, l'administration publique, était bloqué. Même le président n'arrivait pas à rentrer au palais très facilement. Donc c'était très très difficile pendant le pays loc et dans les villes de province, la circulation était difficile. On connaît aujourd'hui un véritable embouteillage, mais à l'époque c'était surtout les gangs qui opéraient, ou encore des bandits. Et difficile de passer dans les villes de province. Il y a eu aussi la faillite globale, banqueroute administrative, et le déficit qu'on contrôlait le 1er janvier 2020 était estimé à peu près à 15 milliards de gourdes. Un déficit énorme. Il y avait aussi une inflation estimée à 20,7%. Et on commençait donc l'année 2020 vraiment sur les dents. On commençait l'année 2020 avec une contraction économique, comme Christin Farel l'a signalé hier et aussi ce matin sur Radio Métropole. Et je crois que la situation était très, très difficile. Par rapport à 2018-2019, les importations étaient en baisse à 54% et il y avait une situation très, très difficile. Nos exportations se situaient à 12%. Donc, on rentrait dans une année 2020 une année difficile. Et comme disent les Canadiens, 2020 a été une neuvaine. Alors, il faut dire qu'à partir de janvier, on avait une situation économique, une dépréciation même de la gourde. Et cette dépréciation, on avait à peu près, en termes d'argent qui circulait, très peu d'argent qui circulait, et la gourde était vraiment à la baisse par rapport au dollar. Et on parlait même des oreilles bourriques. Oui. Et l'inflation. On n'était pas trop loin de 130
130, 125, 130 pour $1. 130 pour $1. Et le gouvernement avait annoncé 1%, 1,2% en termes de croissance, quoique aujourd'hui, pour 2021, l'État annonce 2%. À l'époque, on était à 1%, mais c'était très, très difficile à gagner ce pari. 1% était même très, très bas par rapport au développement démographique, par rapport au développement de la population. Alors, il faut dire que vers février-mars, l'inflation galopait à 25% et la contrebande aussi portait des galons, les frontières n'étaient pas contrôlées et les Dominicains avaient placé des forces spéciales, 10 000 personnes à la frontière pour contrôler évidemment ce qui se passait, mais pas vraiment la contrebande qui rentrait sur Haïti. Alors il y avait aussi des manifestations, il y avait le banditisme. On a eu par exemple les manifestations en 2020 avec le Fantôme, c'était l'année Fantôme 509, Fantôme 509. Et évidemment, Fantôme, ces policiers en cagoule défendaient leurs droits pour un syndicat et aussi défendaient les droits au salaire des policiers. Mais ce qui s'est passé, il y a eu une faute grave en 2020. Ces gens ne demandaient pas en fait des compensations de salaire pour des professeurs, par exemple, pour les médecins, par exemple, qui n'avaient pas touché leur salaire et qui manifestaient seuls. Donc là, il fallait démocratiser ou globaliser la demande, ce qui n'a pas été fait. On a écouté une partie de ces gens, car on a payé les policiers. Le Canada a réagi en 2020 en envoyant à peu près 12 millions de dollars à la PNH, ce qui explique pourquoi d'ailleurs les changements vont arriver et on a demandé d'attaquer les gangs. Alors il faut dire qu'après février-mars, on s'acheminait directement vers la maladie du Covid-19. Et là, j'étais invité à Métropole, je vous avais dit ici que ça allait durer à peu près 3 mois avant que l'OMS dise que Haïti a gagné la partie. Parce qu'on avait connu déjà des épidémies, on avait passé de nombreuses épidémies, 21 au moins, et Haïti avait survécu et que ça allait diminuer. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a pu publier en 2020 un rapport précisant que Haïti était en tête et qu'on avait effectivement fait reculer la maladie du Covid. Cependant, avec le Covid-19, il y a eu l'état d'urgence. Il y a eu aussi une véritable diminution si vous voulez, des rentrées. Et puis aussi, il y avait le confinement global, les gestes barrières qui continuent. Et ça, c'était difficile à avaler pour beaucoup de gens. Les églises étaient fermées, les écoles étaient fermées. Et le Covid, l'État a essayé de réagir en injectant à peu près 200 millions de gouttes pour essayer, au niveau sanitaire, de régler quelques urgences. Taïwan avait offert aussi des masques. Non seulement des masques, mais aussi il faut 6 000 tests pour regarder le Covid. Et les Américains, la USAID, je ne parle pas de Donald Trump, je parle de USAID qui était déjà en Haïti, qui a donné 16 millions de dollars. Et qui a ajouté en avril 2020, qui nous a donné à peu près 75 millions de dollars. Il faut préciser en nature. Oui, directement pour le développement du pays. Alors, évidemment, ça permet... Oui, en nature, oui, mais c'est un détail, c'est une fenêtre que j'ouvre, parce que normalement, vous avez, à la Banque de Boston, nous avons des réserves qui sont contrôlées un peu par les Américains, et vous avez la diaspora qui envoie de l'argent, et c'est aussi contrôlé. Non, alors, quand vous dites 12 millions, les gens qui nous suivent là peuvent se dire, ah, écoutez, il y avait 12 millions de dollars cash. Non, c'est pas cash. Qui avaient été envoyés. En général, on n'envoie pas de cash. On n'envoie pas de cash. Yeah. On peut déposer sur un compte. L'État a ses comptes au niveau international. L'État a ses réserves. On peut déposer sur le compte et on peut faire des demandes aussi. On fait une demande, on dit on a besoin de temps, par exemple, de ponts, de choses. Et là, ils vous disent, OK, on va envoyer la contrepartie en équipement, etc., etc. Donc ça, c'est un aspect que nous pourrions développer après au niveau économique. Mais dans l'état d'urgence, il y a eu un contrôle très serré et ce qui n'a pas empêché, évidemment, des problèmes internes et également à la communauté internationale de réagir. Car certains pays comme la Thaïlande, l'Inde et également le Vietnam ont refusé d'envoyer du riz à Haïti. Les tonnes de riz ont été bloquées. C'est tout récemment que nous avons eu de Taïwan à peu près 1000 tonnes de riz. Et il faut dire aussi que la Chine a été en plein problème et avec la COVID-19. Et là, les exportations vers la région ne parvenaient pas.
Alors, il a fallu certainement comprendre que l'argent, pendant cette période de confinement, est monté à 160 gourdes pour $1. Et là, c'était extrêmement difficile. Pas tout ça. Oui, non, 60 gourdes. On s'acheminait vers 130. Bien sûr. Oui, mais en mettant également, on était à 130, mais en mettant également les apports de la diaspora, ce qui était perçu pendant cette période, il faut voir aussi un pourcentage beaucoup plus élevé. Donc, le dollar haïtien a souffert énormément et il y a eu une réaction économique. La réaction économique est venue directement en 2020 de la BRH, la Banque de la République d'Haïti, qui a décidé d'injecter à peu près 30 milliards de gourdes. Et cet argent a permis évidemment de souffler un peu. Les maisons de change ont été contrôlées, le marché également du transfert a été contrôlé, l'inflation a baissé, on était à près de 25 et 30 et l'inflation est descendue à 20% en 2020. Alors il y a eu aussi une baisse de la gasoline et au niveau local, il y a eu une demande de la part de l'État de contrôler l'énergie, les contrats d'énergie et pendant ce temps, il y a eu à la fois un vote économique et un vote politique par rapport au Venezuela. Et ce vote politique va frapper certainement par rapport à l'OEA, mais le vote économique est très fort. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit, dans le cadre de Petrocaribe, on doit à peu près 2 milliards de dollars. Et on doit aussi à peu près 36 millions de barils de dettes qu'il y avait à l'époque. Alors tout ceci va créer de graves ennuis. Et l'État haïtien a payé, je te signale, depuis à peu près l'époque de Préval à aujourd'hui, on a payé 1 milliard 155 millions 949 759 dollars 76. Alors aujourd'hui, il nous reste encore à payer. Et il y a encore un compte de Venezuela. Il y a un compte pour PDVSA, qui est du Venezuela, la compagnie de pétrole. Nous avons un compte à la BNC. Et il nous faut continuer à payer. Alors nous avons voté contre le Venezuela. Haïti a voté contre le Venezuela. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Ce qu'on a fait en 2020, pourquoi? Parce qu'il fallait que les États-Unis qui menaient la danse soient présentes. Tous des alliés. Oui, mais soient présents aussi. Parce que lors du vote de l'OEA, les Américains étaient absents. Donald Trump a demandé à son ambassadeur d'être absent. Il n'était pas là. Donc, moi, j'aurais été à côté des États-Unis en étant absent également et en votant la neutralité. Peut-être pas comme la Grenade qui a fait la chaise vide, mais Haïti était présente et a voté contre le Venezuela et continue de payer, alors que justement l'allié américain n'a pas aidé le gouvernement d'Haïti à payer sa dette, parce qu'il aurait pu acheter la dette. La dette de 2 milliards, c'est pas grand-chose. Il aurait pu acheter la dette malgré la période de confinement et aussi nous offrir des citernes. Attention, je te signale, comme tu connais bien Haïti, que du côté de Akin est tout près, par exemple, de l'Amérique latine. À Akin, le port d'Akin, l'ancien port d'Akin, en fait, c'est à une heure de la Colombie, du Venezuela et même de Panama. De quelque part, on aurait pu apporter des citernes et les placer directement dans cette zone de la mer des Antilles et vous avez les Caraïbes du côté de Binagouane. Donc on aurait pu avoir les citernes et refuser et empêcher ce que tu as aujourd'hui, ça veut dire les pénuries de gasoline. Et je crois que nous n'avons pas travaillé en 2020 sur cet aspect de l'industrialisation. Mais cependant, on a suivi à l'OEA, on a pris une position diplomatique qu'il nous faudrait en fait regarder par rapport à la dette que nous avons et que nous continuons de payer, puisque le compte du Venezuela n'est pas fermé à la BNC selon ce que je crois savoir. Et je crois aussi que nous avons eu des problèmes très très graves en 2020. Mais il y a encore des résultats importants, des très très bonnes choses. Par exemple, en 2020, tu sais, et peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, nous avons eu un bond extraordinaire avec notre cacao. Le cacao de la Cuve du Nord est exporté à l'étranger et aujourd'hui, on écrit comme label cacao de la Cuve du Nord. Il faut encourager la Cuve du Nord, car on a exporté en 2020 plus de 5000 tonnes de cacao. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a eu une plainte aussi de la République dominicaine. La République dominicaine s'est plainte auprès de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, en disant que l'État haïtien contrôle maintenant la frontière, contrôle les marchandises qui viennent de la RD. Alors, il fallait aussi
renégocier l'accord de libre-échange lors de la visite récente de notre ministre des Affaires étrangères. Il faut aussi renégocier l'accord de libre-échange, à mon avis, avec l'OMC, et qui nous permettrait de reprendre un peu du souffle et de permettre à la croissance d'être obtenue. On a parlé de 2% pour 2021, mais en 2020, on est resté à moins de 1%. Et là aussi, le CARICOM, c'est tout proche de nous. Haïti devrait redevenir une grande puissance caribéenne. J'en crois. Haïti peut redevenir une puissance caribéenne. Parce que lorsque vous avez 2 millions de personnes, on a eu en 2020 2 millions de personnes dans les rues à réclamer de l'argent, la lutte contre la sécurité, réclamer du travail, etc. On peut le faire, on peut le faire. Disons que nos grands-pères ont créé la BNC, et il faut absolument l'utiliser. Je prends par exemple, si vous avez 2 millions de personnes, au lieu que de laisser ces gens partir vers l'étranger en payant $300 US aux ambassades qui leur donnent des refus, on leur demande d'aller à la BNC, d'ouvrir des carnets de banque, par exemple. Et on aurait pu leur créer une croissance nouvelle et leur demander, avec $300 d'ouvrir un carnet, $300 US, la diaspora pourrait aider pour 3 ou 4 personnes. Et vous avez 2 millions de personnes. Ça fait $600 millions US. Donc, j'ouvrais ici une parenthèse pour expliquer comment chaque Haïtien pourrait sortir aussi de la misère en leur empruntant $100 000 haïtiens. $100 000 haïtiens, chaque Haïtien, pour moi, deviendrait millionnaire. Chaque année, tu aurais donc à peu près 2 millions de personnes. Ça veut dire 5 millions de dollars, nous parlons haïtiens. Et là, la personne aurait 100 millions de gouttes. Et là, nous parlons de $100 000 haïtiens qui leur permettrait de créer du travail. 500 000 gouttes. Exactement. Et ça permettrait aussi à l'étranger de ne plus traiter Haïti en paria, le pays le plus pauvre du monde. Et par exemple, cette année, on a été classé 179e pays en termes pour le développement humain après l'Afghanistan, et ceci avant la fin. C'est une honte. Oh, c'est une honte. Mais on ne peut pas continuer, car Haïti devrait redevenir riche. Et je pense que chaque Haïtien devrait redevenir très très riche, comme au temps de Salomon, redevenir riche, devenir riche tout simplement. Et dans 25 ans, on parlera d'une puissance caribéenne. Et je crois que le crédit a été bloqué. Il n'y a pas eu de service, comme l'a signalé par exemple Kessner ce matin. Nous faisons une projection maintenant de 2%. Il faut sortir, à mon avis, de la misère. Moi, je crois énormément que pour les prochaines années, après 2020, il faut comprendre la philosophie de Thomas Jefferson, l'Américain, ou appliquer la politique de Deng Xiaoping. La politique chinoise de Deng Xiaoping, après la révolution culturelle qui avait été lancée par Mao Tse-tung en 1966, il a créé le capitalisme populaire. Et nous devrions, en Haïti, créer également, pour les prochaines années, le capitalisme populaire. Alors pour 2020, voilà en gros ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait au niveau économique, et comment s'en sortir à partir de maintenant. On parle de 2% pour 2021. Moi, je crois qu'on peut aller plus loin si on met en place une nouvelle politique économique et si on met en place également une nouvelle vision en sortant de la misère. Ne pas considérer évidemment le développement à partir de la misère, mais à partir plutôt de la richesse. Merci Adi. Il est 9h, c'est le temps de la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, Adi Jangardi est notre invité ce matin. Et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. L'actualité économique était riche. Voyons pour l'actualité politique et sociale, ou encore, disons mieux, politico-social. Politico-social. En 2020. Oui, mais je dirais même sportif, parce qu'en 2020, Haïti a fait un bond extraordinaire au niveau sportif. On a gagné 12 médailles, dont 2 médailles d'or. Et ceci, on se prépare pour 2021, pour les Jeux olympiques de Tokyo. Mais je parlerai aussi pour 2020, il y a eu le renvoi du Parlement, cette question politique. Là, nous sommes en politique. En politique. Nous avons eu aussi la nomination de plusieurs ministres sans décharge. Et troisièmement, je pourrais dire qu'il y a eu une gouvernance par décret. Quatrièmement, la réouverture des classes a été obtenue. Et la réalisation des examens de 9e année, avec 9e année fondamentale, avec 200 000 candidats. Et on a eu un résultat à près de 90% de réussite. Et aussi, il y a eu en politique la fédération des groupes armés.
ce qui est très, très inquiétant. D'ailleurs inquiétant pour la police, et dénoncé par la PNH. Et je crois aussi qu'il y a eu la déstabilisation du groupe armé, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire. L'utilisation d'équipements, etc. Donc je ne parlerai pas pour l'avenir. Oui, il y a aussi l'importation des blindés. Oui, importation. Les chars. Mais aussi tu peux faire des choses avec des drones. Des drones armés. Je prenais un exemple, mais je ne rentre pas dans ce détail pour le moment parce qu'on n'est pas à cette phase. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire que nous ne faisons pas malheureusement en Haïti en 2020 qui n'a pas été fait. Il y a eu aussi une situation d'interception directe, de ce qui a été fait à partir de septembre, interception de... Non, même avant d'arriver... Sur les routes, par des bandits, oui. Il fallait aussi en 2020, qui était très inquiétant. Non, mais il y a aussi le carnaval qui avait été annulé cette année. Exactement, au niveau culturel et social. C'est ça, à cause du fonctionnement, dit-on, du groupe Fantôme 609. Le carnaval a été annulé, des stands détruits au Cap Haïtien. Le char de Sweet Mickey a essuyé des tirs, tout ça, et nous sommes en 2020. Oui, absolument, absolument. Et ceci, il n'y a pas eu d'autres explications correctes, il n'y a pas eu de disposition, mais c'est vrai que l'OPC a fait de son mieux pour essayer de demander le dialogue avec l'État haïtien et également ces gens et par rapport aux syndicats. Et je crois aussi qu'il faut signaler qu'au niveau sportif, comme j'ai commencé comme ça, le bilan économique et social, il y a eu des accusations lancées contre le président de la Fédération haïtienne de football, le docteur Jean Bart, et qui a été blanchi à la suite par la justice, et les dispositions adoptées par la FIFA. Et pendant le 2020, nous avons eu des problèmes graves, des assassinats vraiment crapuleux et retentissants. La mort, par exemple, de Montferrier d'Orval. Montferrier d'Orval, un ancien élève du lycée Alexandre Pétion, qui a dû adopter un deuil pendant un jour. Et je crois que Montferrier d'Orval a été assassiné. Et le 29 août, ceci gratuitement. C'était le 28. Oh, oui, le 28 août. Et le 29, on a découvert évidemment le cadavre. Et on a commencé par sortir au niveau de la presse, des médias, les réactions de tout le monde. Et je crois aussi qu'il y a eu la mort d'un étudiant, Grégory Saint-Hilaire. Grégory a été assassiné récemment, d'ailleurs en octobre, le 2, et aussi Evelyne Sincère, qui a été aussi tuée, jetée sur une pile de fatras. Et tout ceci est inquiétant. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la sécurité. Il y a eu aussi à signaler en 2020 le retour volontaire de 200 000 personnes de la République dominicaine. Ils sont rentrés tout seuls. Et ils fuyaient la Covid-19 qui a frappé davantage la République dominicaine très touristique, et ils revenaient en Haïti avec beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Mais on ne sait pas s'ils sont repartis. On ne sait pas, parce que simplement ils n'ont pas été bien accueillis. Et la question de l'accueil de la plupart de nos compatriotes est aussi à étudier pour 2021. Nous avons eu en 2020 une grève prolongée, une grève de la justice qui a mis en lock. Le pays était lock, la justice était loquée. Avec évidemment les greffiers, il y a eu une grève. Les parquetiers aussi. Ah, les parquetiers, donc, et aussi la décision de révoquer 19 juges de seul coup. Et au niveau de la justice aussi. Alors il y en a qui n'ont pas été certifiés, tout simplement. Exactement. Mais ils ont été révoqués, et on attend aussi des remplacements, parce que ces chaises sont encore vides. Et là, ça c'est pour les projections à venir. Mais en 2020, on a connu une période extrêmement difficile, et on a publié, il y a eu un nouveau CEP. L'opposition a fait de son mieux, ou je ne dirais pas de son mal, mais de son mieux, pour dénoncer en tout cas des dérives, et pour dénoncer, a fait de son mieux pour dénoncer des morts. Et évidemment, il y a eu un CEP qui est monté sur la sellette, et on a parlé de 1 million de gouttes par mois à un conseiller électoral, ce qui encore mérite une certaine attention. La presse également. La presse a été attaquée. Alors même avant la presse, si on parle du CEP, on peut parler des décrets pris en 2020 et qui retiennent l'attention. Notamment le décret portant création de l'ANI, et création aussi d'un comité ayant pour mission de
d'élaborer une nouvelle constitution, a dit Jean Gardi. Absolument, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de gouvernance par décret. Il y a une gouvernance par décret et souvent ces décrets ne sont pas discutés ou dialogués avec des associations et ça m'a fait plaisir d'écouter le docteur No ce matin sur Métropole. Il disait que justement plusieurs secteurs de la société civile seront consultés dans le cadre de la proposition de cette nouvelle loi mère. Et c'est une très bonne chose de consulter la société civile et je me souviens déjà, jeune journaliste, que le gouvernement d'Amphi consultait notamment la presse, pour demander l'avis des journalistes sur la question de la nouvelle constitution de 87. Alors, il consultait la JH qui existait là. Absolument, je dis à la presse, la JH à l'époque. Ouais. Pour le moment, il y a la JH, il y a aussi la Fédération de la presse haïtienne que je dirige encore, même si en 2020, j'ai passé la main à un jeune. Par exemple, j'ai demandé à des jeunes haïtiens de continuer la relève au cas où, bien entendu, un événement arrive au cours des élections au niveau local, que maintenant un nouveau secrétaire général, de nouveaux secrétaires généraux prennent en main la poursuite de la FPH, la Fédération de la presse haïtienne. Mais on a connu aussi des attaques contre la presse, des situations difficiles en 2020. Il y a eu d'abord Georges Allen, l'actuel secrétaire général de la Fédération de la presse haïtienne, qui a été arrêté en pleine nuit, battu et malmené, alors que justement c'était illégal. Illégal parce que le journaliste a le droit d'être partout sur le terrain et même pendant la guerre d'être présent pour savoir ce qui se passe et informer la population. On ne peut pas bloquer des médecins, des journalistes pendant leur travail et ceci jour et nuit. C'est important. C'est vrai qu'il faut faire attention aux journaleux. Ça veut dire beaucoup de gens qui ont des téléphones, les utilisent pour créer des médias en ligne ou pour avoir des contacts avec même des chefs de gang. Et je crois que ça aussi, il faut mettre de l'ordre. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. On est en train d'étudier au niveau de la presse, au niveau de la fédération. En dehors de cela, moi j'étais inquiet, très inquiet, le 18 novembre, lorsqu'un leader de l'opposition, M. Moïse Jean-Charles, a été évidemment devant l'ambassade américaine et il a fait une déclaration qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Google, manifestation 18 novembre. Il a dit qu'il faut, si 3 journalistes ne se ressaisissent pas, si on n'est pas ressaisi, il y a Bouléo. Bon, brûler les journalistes, c'est illégal, c'est incroyable. Moi, je suis contre l'idée... C'est un crime aussi. Il ne faut pas encourager le supplice du collier. Il y a eu 2 millions d'Indiens arawaks qui ont été tués par les Espagnols. Ils ont fait un caillot, cloué potio, ils ont passé du feu au bouléo parce qu'on leur a demandé de se ressaisir par rapport à l'Église catholique. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à des journalistes qui utilisent la liberté d'expression ou d'information de se ressaisir, sinon ils seront brûlés. On avait cité le nom d'un directeur de médias, de Zénith, je crois, un journaliste Morin, d'ailleurs de Tropique, de RCH aujourd'hui, et également le Monard de Radio Caraïbe. Et moi, j'étais très, très choqué par cette déclaration, et je crois que c'est le leader de l'opposition qui devrait se ressaisir et ne jamais attaquer les journalistes parce que ne va pas prendre ça à brouillot. Donc, que le gouvernement, que l'opposition nous dit que position nucléaire, dans notre opposition, c'est la liberté de l'information, la liberté de la presse. En dehors de l'attaque sur les journalistes, il y a d'autres éléments. Non, j'allais dire que je n'avais pas entendu cette parole, ces menaces-là de Moïse Jean-Charles, je n'avais pas entendu. Oui, bien sûr, mais beaucoup de gens n'avaient pas entendu, beaucoup de gens, à ce moment-là... Et vous n'avez pas interprété, ni misinterprété à Jean Gardi? Non, je crois que j'ai entendu au moins 4 fois sur Google. Oui, Google, pour m'assurer que c'était ça. Et c'est une déclaration devant l'ambassade américaine. Et moi, j'ai des amis journalistes américains qui m'ont demandé pourquoi la fédération ne réagit pas assez sur cette affaire. J'ai dit, mais je ne pense pas qu'il avait dit ça, mais je vais réécouter. Quand j'ai réécouté, j'ai vu que c'était une attaque sur des journalistes. Et comme ceci était arrivé avec l'état d'urgence sur Georges Allen, et c'est arrivé après également avec la déclaration de Moïse qui disait que si ces gens ne se ressaisissent pas, vacabon secteur démocratique à Bouléo. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que ce crime, normalement Non, mais est-ce que ce n'était pas un appel à la vigilance? Si il n'y a pas ressaisi, vagabond, si c'est pas au roi, à bouler. Mais ce n'est pas lui qui va les lyncher, qui va Thomas de Torquemada, qui était un Espagnol, le conseiller du roi Ferdinand et de la reine Isabelle, avait dit la même chose. Il avait dit que si les Arawaks, si les Indiens ne se ressaisissent pas et ne se convertissent pas,
on va les brûler. Non, Ou des gens vont il y a une différence. Donc, on va les brûler. Oui, on va les brûler. Les catholiques vont les brûler. Les catholiques vont les brûler. Thomas de Torquemada était un évêque proche, était un évêque d'Avila, qui était proche justement du roi. Et il a dit évidemment qu'on a le droit de les brûler. Donc les catholiques vont faire le travail. Et ça, moi, ça m'a choqué, parce que je connais l'histoire du supplice du collier, et je connais aussi l'histoire de la presse. Je crois que la liberté de la presse est inattaquable. Et je crois que le leader devrait se ressaisir et peut-être faire une autre déclaration en 2021, montrer son attachement aux journalistes, son attachement à la presse. Et là, tout le monde l'écoutera. Maintenant, nous sommes... en fait, c'est quand même désolant d'avoir parlé des menaces sur la presse en 2020. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu le rapport de Reporters sans frontières sur le nombre de journalistes assassinés au cours de l'année. Le Mexique est en tête de liste. Absolument. Et la Fédération de la presse a envoyé une lettre de solidarité à la Fédération de la presse mexicaine. Parce que justement, c'est inacceptable. Et je crois que nous l'avons échappé belle. Nous avons échappé belle, évidemment, que des journalistes n'aient pas été brûlés pendant 2020. Et Haïti, aujourd'hui, sort de 2020 pour rentrer à 2021 avec une vision nouvelle d'accompagnement de la population, d'accompagnement aussi de l'État, et pour pouvoir savoir comment maintenant on renouvelle le Parlement et comment on va renouveler évidemment la question de la liberté démocratique de ce pays. Mais je crois qu'en 2020, il y a un élément extraordinaire qui est arrivé, c'est le bornage, une partie du bornage. On a borné le pays au point que, parce que moi c'est une initiative civique, d'ailleurs que j'ai prise en main, en allant dans des endroits très importants, en contactant les 401 sociétés secrètes de ce pays pour leur demander de veiller à ce qu'il n'y ait pas de tremblement de terre en septembre, parce qu'on avait prévu le 27 septembre qu'il y aurait 600 000 morts. Ceci n'a pas eu lieu. On a pu dormir tranquille, et pendant la fête de décembre, j'ai vu que tout le monde, il y avait beaucoup de gens dans les rues qui allaient dans les fêtes, dans les balles pour la fête de Noël. Je crois qu'on l'a échappé belle. On doit faire attention pour notre génération, afin que justement l'avenir soit différent du présent. Et il y a aussi... vous avez contacté, vous avez dit combien de... 401. 401 sociétés. Parce que quand j'avais été ministre, je connaissais les membres des sociétés secrètes de ce pays, car il en existe. Et moi, je suis bouddhiste et également rosicrucien, je te signale, je ferme la parenthèse très vite. Je crois que j'avais le droit de regarder, parce que dans la position dans laquelle je me trouvais, il y avait des éléments de l'État. Il y avait des mouvements pour organiser, par exemple, le gouvernement Lacaille, pour faire des choses à travers le pays. Et il ne fallait pas que ces sociétés empêchent le déroulement de la situation ou bloquent le pays, ou encore on ne voulait pas perdre un ministre. Et donc j'ai fait de mon mieux, parce que je connais l'histoire de ce pays. Non, mais là, vous êtes en train de nous dire que ces sociétés secrètes-là sont des sociétés criminelles? Ah, pas du tout, parce que simplement, si vous les attaquez, ils peuvent aussi vous attaquer ou créer une situation d'insécurité, d'instabilité, ou laisser faire. Je crois qu'il fallait borner le pays. Et je crois que la première borne qui a été touchée, moi j'étais à l'hôtel de la Patrie, je l'ai fait dès le départ, et comme chaque fois, et je demande à tous les Haïtiens conscients et sensibles d'apporter une gerbe de fleurs le 1er janvier ou le 2 janvier, le jour des aïeux, à Dessalines et à Alexandre Pétion. Les deux sont enterrés là, les deux sont là dans ce cercueil, au mausolée. Nous avons abandonné le mausolée, et nous avions abandonné. Moi j'ai été certainement sur place, j'ai fait nettoyer, j'ai arrangé, j'ai mis un drapeau, et je crois que récemment encore, le chef de l'armée, M. Lesage, a dit que le drapeau était trop petit. Il a apporté un énorme drapeau à l'hôtel de la Patrie, ce qui est une très bonne chose. Donc la première borne a été restaurée, et les sociétés secrètes ont été mises à contribution. Et il y a eu un mouvement qui a été fait le 18 novembre. Je crois que le chef de l'État a été apporté aussi une gerbe disons à Dessalines, au fondateur de la nation, Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne, et à Pétion, le fondateur de la République. Les deux sont là. Et la fille de Pétion aussi est enterrée là, Clélie, dans un cercueil en marbre qui n'a jamais été détruit, et qui elle n'a pas été mise sous terre, mais elle est encore là, à l'hôtel de la Patrie, et c'est un endroit où il y a eu 2 autres présidents à être enterrés, par exemple Florville, Hippolyte et Jean-Baptiste Richer. Je crois que c'est un endroit sacré, un endroit qu'il faut absolument mémoriser. Ce n'est pas un musée. Le musée du Panthéon n'est pas le mausolée. Je crois que le mausolée de la République dominicaine est protégé par l'armée. Il y a des militaires qui surveillent, mais ici, c'est abandonné, personne ne surveille. Il y a même des gardiens qui n'ont pas touché depuis des ans.
Et moi, je crois que j'avais fait un travail pour essayer d'aider ces gens, parce qu'il fallait en 2020 commencer l'année autrement et éviter 2 grandes catastrophes qui devaient arriver. Ça veut dire la Covid-19 et également le tremblement de terre. Mais il n'y a rien de scientifique dans tout ça, et Adi Jean Gardi. Non, on ne cherche pas. C'est comme les gens qui croient dans la Bible. Non, parce que si la terre doit trembler et provoquer des dégâts, la terre tremblera. Oui, mais quand même, il peut y avoir par exemple, il peut y avoir, pour ceux qui croient dans le catholicisme ou dans le protestantisme, il peut y avoir une demande, entre guillemets, aux esprits supérieurs, à Dieu, par exemple. On peut avoir une demande. Et à partir de là, parce qu'eux aussi, on peut réaliser des miracles, les bons esprits au temps de Jésus réalisaient des miracles, comme le diable aussi peut provoquer des catastrophes. Il y a eu des gens aveugles, des cécités, des endroits qui ont été brûlés, incendiés. C'est diabolique. Maintenant, il faut absolument faire en sorte que les forces divines, les forces positives permettent évidemment de créer une situation de paix, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Il y a une auditrice qui vous demande ce que vous entendez par société secrète. Et écoutez, je vais donner mon téléphone, la personne va m'appeler. Ça durera beaucoup plus que l'émission. Il faut fermer dans quelques minutes. Et je dirais qu'il y a eu aussi... Surtout qu'on ne peut pas parler de société secrète si on n'en fait pas partie. Ah ben écoutez, puisque justement, Métropole n'est pas secrète, mais Métropole est visible et écoutable. Et je crois qu'en 2020, il faut parler aussi de la victoire de Biden, qui a eu un effet sur Haïti. L'effet immédiat, c'est que le corps groupe a tiré la sonnette d'alarme en demandant qu'il y ait un nouveau Parlement rapidement et que la Constitution, et s'est prononcé sur la nouvelle Constitution. Et je crois qu'il y a un congressman qui s'appelle Gregory Mix à Washington qui a souhaité aussi une transition en 2021. Je crois que c'est très très important et nous rentrons dans 2021 avec une nouvelle vision, une philosophie de partage, d'amour et de stabilité. Je crois que ceci est extrêmement important et il nous faudra envisager 2021 avec une autre perspective. Et là, je vais lier la perspective à la question mystique. Moi, je suis journaliste, j'ai compris la réalité de ce pays, j'ai visité des grottes, il y a une situation extrêmement importante, car nous rentrons en 2021, nous avons 21 grottes à travers le pays qui sont des grottes sacrées. Et je crois aussi que le Panthéon national, il y a 21 esprits. Et aussi, il y a 21 bornes. Et je crois que 2021 ne sera pas une année simple, ne sera pas une année facile non plus. C'est la renaissance qui commence, car comme je le prévois, dans 5 ans, le pays va changer et beaucoup d'Haïtiens vont devenir riches. 21 grottes, vous avez dit? Oui, absolument. Et sacrées? Absolument, sacré. Et c'est des grottes, parce que n'oubliez pas qu'au temps des Indiens, il y avait des caciques, il y avait au moins 19 caciques et au départ, et le cacique Bézio... Vous les avez identifiés, vous savez, oui, je connais, localisés, tout ça? J'ai localisé, j'ai visité, etc. Bah, c'est pour rien, non? Mais c'est pour que j'aille. Et je dis que aussi, j'ai eu la chance d'avoir une formation et de comprendre les réalités culturelles de mon pays. Et dans le cadre de la communication que je vais gérer, j'ai fait un travail en profondeur. Et là, je comprends les réalités de ce pays et je peux certainement voir comment intervenir au niveau civique personnellement, comme disait le président Kennedy. Il ne faut pas attendre que l'État vous donne ce que vous voulez, il faut apporter aussi à l'État ce que vous devez. Et je crois que c'est notre travail de faire en sorte que le pays puisse bénéficier maintenant de la paix à l'avenir et que la prospérité puisse revenir. Donc l'année 2021, selon Adi Jean Gardi, sera une année de départ, de nouveau départ? Non, c'est déjà l'année, la décennie est extrêmement importante. Je dis que dans 5 ans, on va avoir un changement réel. Il faudrait attendre 5 ans. Mais je crois que 2021 sera une année extrêmement difficile. Une année difficile. Et il y aura des choses qui vont contradictoirement déranger certains, mais il faut comprendre que 2021 n'est pas là par hasard par rapport à la culture haïtienne, par rapport à ce que nous possédons depuis Bézio, qui était le chef des caciques. Et quand Christophe Colomb est arrivé, c'était Bézio. Et le père de Bohékio, qui habitait à Kinskof, tout près de Port-au-Prince. Et je crois que les 21 grottes avaient des représentants, dont la grotte d'Anacarona. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'était déplacée de Kinskof pour aller directement à Léogane, pour contrôler la grotte. Elle est devenue la reine du Taragua.
Elle est devenue la reine Anacaona est responsable de la grotte directement de cette région de Léogane. Bon, nous avons à travers le pays, la partie que nous avons, nous ne parlons même pas de la Dominicanie, nous parlons de la partie de l'ouest de l'île, nous avons 21 grottes et nous avons aussi 21 bornes. Certaines de ces bornes ont été, pendant même le confinement, j'ai fait de mon mieux au niveau civique de contacter ces gens, leur dire de faire le mieux et s'il faut faire ou arranger certaines choses pour ne pas avoir des problèmes avec eux, eh bien, évidemment, il faut le faire parce que nous devrions éviter qu'il y ait des problèmes dans ce pays. Vous avez fait ça tout seul et vous avez pris l'initiative de faire ça, mais vous n'avez contacté personne pour vous accompagner? On a contacté les gens, les 401. Non, à part les sociétés secrètes. Oui, à part les sociétés secrètes, nous n'avons pas été nombreux. Nous étions à peu près 11 personnes. Et sur 12 millions d'Haïtiens, 11 personnes. Et n'oubliez pas que dans chaque société secrète, il y a 11 personnes. Il y a un livre d'ailleurs qui vient de sortir, et publié par Justin Ville, un homme de cabaret, qui a écrit un livre sur les sociétés secrètes en Haïti et qui confirme évidemment l'existence de ces 401. Nous avons dû contacter ceux qui savent et qui nous ont mis au courant parce que de génération en génération, ils sont là. Par exemple, comme à Port-de-Paix, quand vous allez, il y a une borne du côté de Saint-Louis, la rivière Saint-Louis, et vous avez à Port-de-Paix aussi une autre qui a permis, entre guillemets, l'indépendance parce qu'il fallait justement border le pays pour pouvoir chasser catégoriquement les Français. Il y a la borne de Picolet, c'est pour ça que Capolamore est arrivé directement à Picolet et a bombardé Vertières le premier en utilisant la borne. Ces bornes existent encore et la plupart de ceux qui sont les gardiens du temple, les gardiens de ces bornes sont là depuis cette période. De génération en génération, les descendants sont là. Il suffit de connaître les bornes, d'aller sur place, de rencontrer. C'est pas une affaire de gouvernement directement, bon l'argent. Non, c'est pas ça. Il suffit, on peut appeler un individu et lui dire, écoutez, réunissez vos gars et dites-leur que justement, vous devriez faire quelque chose sur Picolet. Nettoyer Picolet. Il faut faire en sorte que Picolet, où se trouve le général Capolamore, il a été tué à Limonade, il a été enterré à Picolet, sur cette borne, il est encore là. Je crois qu'il faut aller de génération en génération, contacter les gens, les connaître et voir au niveau civique ce qu'on peut faire. Évidemment, s'il y a un État responsable, comme Dumarsais estimé l'avait fait, il était un gouvernement sérieux, il avait décidé de connaître et de savoir. Et nous avons fait des recherches approfondies, à la fois orales et aussi intellectuelles, et en contactant les gens, les écoutant, n'aptant les grands. Et là, nous connaissons le pays Sarguemet. Et je crois que 21, c'est 21 grottes, 21 bornes, et il faut considérer également que nous avons le Panthéon à 21 esprits. Donc il faut faire attention, il faut certainement en tout cas commencer cette année pour finir, le 1er janvier ou le 2 avec la première borne qui est l'Hôtel de la Patrie, et moi j'apporterai mes fleurs. Pourquoi nous sommes si malheureux malgré nos richesses, dit-on? Exactement. C'est comme si toi, tu venais de Jacmel, tes parents t'ont laissé un territoire, un gros, ils ont quitté 2 carottes pour vous avec un gros caille, et pour décider de vendre, ou décider de paranger caille là. Et c'est ce qui est arrivé. On a abandonné le pays. Ce pays était pauvre parce que nous l'avions abandonné. Nous avons commencé comme un pays riche. Haïti était riche parce que même au temps de Dessalines, après l'indépendance. Mais est-ce que ce chiffre-là pose problème? 21 grottes, 21 bornes, non, ça 21 esprits. Et non, tout ça. Au contraire, chacun représente une richesse. Quand tu as $1 vaut 1 million. Je viens de te donner un exemple simple, comment redevenir riche. Je te dis avec $300, au lieu de le donner à un blanc pour aller prendre un refus. Il y a une auditrice qui m'a dit 21 nations aussi dans le vaudou. Magnifique. Merci beaucoup. Non, mais elle corrige aussi. Elle a dit, vous avez dit 21 nations dans le vaudou, vous feriez mieux de dire 21 nations. Bon, écoutez, oui, 21 nations, mais attention, il y a 401. On parle de 401 nations aussi, pas seulement 21. 21 nations parce que les 21 nations représentent le symbole des 21 du Panthéon. Donc, et je crois qu'il faut absolument encourager ce type de recherche pour savoir, il faut connaître. Parce qu'il est dit dans la Bible, mon peuple est détruit
parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Haïti est pauvre parce que les gens ne savent pas, il nous manque la connaissance. Et avec la connaissance, Haïti peut redevenir un pays riche. Et comme je dis, il n'est pas normal pour moi, en tout cas en tant qu'Haïtien, de regarder un petit enfant haïtien, un garçon, une fille pauvre. Je pense que dans 25 ans, cet enfant devrait être riche. On devrait commencer avec les 2 millions. Et chaque année, si tu prends 2 millions, en 5 ans, tu auras 10 millions de personnes. Permettez que je m'adresse maintenant aux mystiques ou encore aux rosicruciens. Dans le langage mystique, justement, comment peut-on définir borne? On peut définir borne quand même par protection. Ce qui protège ton territoire, ce qui protège ta maison. Haïti a des bornes. Les Dominicains le savent. Et ils ont essayé avec Higoué. Et quand j'étais ministre, une fois en conseil des ministres, j'ai dit, mais écoutez, on a un problème de bornes. Et les Dominicains sont en train de déplacer nos bornes et de mettre les leurs à partir de l'affaire de Higoué. Et c'est ça le problème. On a eu par exemple la femme du président Sassina sur le compte qui allait à Higoué et qui a déplacé la borne de Higoué, qui a mis une borne, qui a mis une statue de Higoué au Palais national. Le palais a brûlé, le président est mort avec 500 personnes. Et c'est vrai aussi qu'elle, le lendemain de l'arrivée de la première dame, eh bien, écoutez, elle est morte de l'arrêt du cœur. Je ne dis pas que le diable n'existe pas. Je pense que les forces du bien existent, les forces du mal existent, parce que justement, je suis un libre penseur croyant. Et sur cette base-là, je suis aussi bouddhiste. Ça veut dire, je crois dans le Bhagavad Gita, dans un livre sacré, qui reprend aussi les éléments de notre livre sacré, qui est la Bible. Je crois qu'il y a des choses à faire. Et sur cette base-là, nous devrions avoir la connaissance de notre pays, avoir la connaissance de notre culture, de notre patrimoine, car il y a des patrimoines visibles, il y a des biens visibles et des biens invisibles. Donc, borne serait synonyme de protection. La protection de la nation. La protection de la nation. Par exemple, il faut dire que Cuba est protégé, et parce que Fidel Castro, dont le parrain était un Haïtien, il est venu, il a compris la réalité haïtienne, et je crois qu'il est reparti chez lui en essayant de remodeler certains éléments d'Haïti sur son territoire, en prenant les 21 nations ou les 21 membres du Panthéon, en les associant directement à son pays. Et je crois qu'il y a autre chose à faire. Quand le président, il est mort d'ailleurs maintenant, du Venezuela est arrivé, il est venu en Haïti, il a pleuré, il a dit, mais il ne comprend pas pourquoi Haïti n'est pas riche. Moi, en tant qu'Haïtien, je pense que Haïti peut devenir riche. Chaque Haïtien peut devenir riche. Et je pense qu'il faut commencer à travailler dès maintenant à faire. C'est un rêve réalisable, à faire un plan. Car nous étions déjà riches à plusieurs reprises. Nous étions riches lorsque Dessalines était là, on avait 25 millions. On avait 25 millions qui rentraient en termes de rentrée, et 25 millions d'or, de francs or. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pensé qu'on pouvait payer la dette de l'indépendance, et on est sorti, la dette, pas à l'État français, mais une dette aux propriétaires français qui avaient été chassés de l'île. On voulait payer, mais les Français ont fait du coquin. Les Français ont dit, oh, écoutez, c'est pas 3%, il faut maintenant 30%. Et là, l'État haïtien, avec Boyer, avait décidé de ne plus payer. Et c'est Salomon, le président Lise Salomon, qui a payé la dette finale. Et on avait une autre dette, c'était la dette d'Antoine Simon pour faire un métro, pour sortir de Port-au-Prince, pour aller vers le nord et le sud. Eh bien, cette dette-là, c'est le président du Marseille estimé qui l'a payée. Aujourd'hui, on n'a pas de dette étrangère, sauf très peu. Mais je pense qu'il faut absolument faire en sorte, avec les plans que nous préparons, que les Haïtiens doivent faire, en toute indépendance, sortir ce pays de la misère. Et pour finir, je te dirais, il ne faut pas penser le développement de ce pays à partir de sa misère et de sa pauvreté, mais penser le développement à partir de notre richesse. Car la richesse, on a plus de 100 mines d'or. Et sais-tu que, par exemple, ici, à la première section rurale de Jean Rabel, nous avons la mine de verre de gris, c'est une mine en or et en diamant. Ça vaut 54 milliards de dollars. Et pourquoi on n'a pas exploité? On ne veut pas, parce qu'il n'y a personne les gens ne le savent pas et ne veulent pas le faire. On ne veut pas ou on ne peut pas? Ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'il y a eu Huawei qui est venu, qui a décidé, qui a voulu le faire. On a eu au Parlement des problèmes avec ces gens-là, parce que les Américains voulaient mettre la main directement sur cela. Et je pense qu'il y a un gouvernement haïtien qui a dit, écoutez, on ne veut pas les Américains, on veut les Européens. Ils ont appelé les Allemands et les Français qui sont venus et qui ont voulu exploiter. Mais heureusement, Haïti a dit non. Et on a mis un rôle là, surtout au niveau du Parlement, et ces gens n'exploitent pas. Mais il faut absolument maintenant, pour faire revenir la richesse, que nous exploitons nos richesses avec, bien entendu, une expertise internationale. Et c'est là qu'on va sortir de la misère et créer la richesse et sortir de la pauvreté, créer la prospérité. Le souhait pour 2021? Absolument, à commencer. On peut commencer à écrire.
Je ne dis pas qu'en 21, on commencera, mais je prenais un exemple, même de la BNC qui existe là, et il ne faut pas gaspiller l'argent, comme on l'a fait avec Petro-Caribe. Et nous avons encore une dette qui n'est pas encore payée. Et les autres pays ne vont pas nous aider. Par exemple, des pays comme les États-Unis ne vont pas racheter la dette. Et ils ne vont pas racheter la dette que nous avons de Petro-Caribe. Les Français ne vont pas le faire, on ne veut pas le demander aux Français non plus. Ils ne l'ont pas fait pour les Antilles, par exemple. Et il y a un problème de Covid-19, ils sont en train de pousser vers plutôt le vaccinage. Il faut encourager le développement de ce pays. Et je crois qu'en tant qu'Haïtien, qu'il faut absolument développer ce pays et sortir de la misère. Bonne année 2021 à Dijon Gardi. Meilleurs vœux à toi. Meilleurs vœux. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Dijon Gardi était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.